Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de ce journal de 15 heures. Voici les principaux titres. 3 morts dans le crash d'un avion militaire de l'armée djiboutienne, c'était ce matin. Et au Proche-Orient, les pays musulmans dénoncent les provocations d'Israël. Voilà, donc c'était les titres. Merci à vous de nous rejoindre. Nous vous le disions il y a quelques instants, un avion de l'armée de type Cessna 206 s'est crashé donc ce matin vers 9 h heure locale sur la piste de l'aéroport international de Djibouti. L'avion a eu un problème technique qui causa une perte de puissance au moment du décollage. En péril dans cet accident, le colonel Ibrahim Abdullahi Guelleh, pilote depuis maintenant 40 ans avec 5000 heures de vol, un pilote chevronné. S'y trouvaient également à ses côtés 2 pilotes stagiaires. Il s'agit de mademoiselle Hodan Ahmed Youssouf et Ilham Mohamed Ibrahim, recrutés récemment pour effectuer leur cursus de pilotage à l'étranger. Le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdoun, et le chef d'état-major général des armées, le général Zakaria, transmettent leurs condoléances les plus attristées aux familles des victimes. L'armée est en deuil. Qu'Allah les accueille dans son paradis éternel. Amin. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et suite à l'annonce de ce drame, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a rendu aujourd'hui un hommage posthume à la mémoire de feu le colonel Ibrahim Abdullahi Guelleh de l'armée de l'air djiboutienne, décédé ce matin même à Djibouti dans le cadre d'un crash d'avion survenu sur la principale piste d'atterrissage de l'aéroport international d'Ambouli. Dans son hommage, le président de la République a salué la mémoire d'un officier chevronné qui, jusqu'à son dernier souffle, aura servi sa patrie et nation avec talent et courage. Modèle de compétence et de persévérance professionnelle, feu colonel Ibrahim faisait office d'une des figures de proue de notre paysage militaire aérien, a dit le président Guelleh. Il forçait aussi le respect pour sa modestie hors pair, son accessibilité, sa disponibilité à apporter toujours son soutien aux autres, a poursuivi le chef de l'État, formulant ses condoléances les plus attristées à sa famille, proches et amis et collègues, ainsi qu'aux familles respectives des 2 jeunes condisciples féminins, Bon Ahmed Youssouf et Ilham Mohamed Ibrahim, décédés dans le même crash. Puisse Dieu les accueillir dans son paradis éternel, a prié le président de la République. Et c'est au cours d'une séance d'entraînement que le colonel Ibrahim Abdullahi Guelleh et ses 2 condisciples féminins ont trouvé la mort suite au crash de leur avion, un Cessna 206 de l'armée de l'air djiboutienne. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Autre nouvelle du pays, l'Institut national de l'administration publique, l'INAP, a abrité ce matin la cérémonie d'ouverture d'un atelier de formation sur le leadership et le développement des compétences en gestion au profit des élus locaux. L'ouverture de cet atelier s'est déroulée donc en présence du directeur de l'INAP, le secrétaire exécutif de la réforme de l'administration, le secrétaire général du ministère délégué à la décentralisation, le représentant de l'Union européenne ainsi que le formateur. Outre les officiers, l'ouverture de cet atelier s'est déroulée aussi en présence de l'ensemble des participants, à savoir les élus régionaux. En effet, cette formation sur le leadership et le développement des compétences en gestion au profit des élus organisée par le SECRA, le secrétariat exécutif chargé de la réforme de l'administration, en étroite collaboration avec l'École nationale d'administration publique du Canada, est le fruit d'une grande implication du ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration, en étroite collaboration avec le ministère délégué à la décentralisation. D'exprimer mes remerciements pour être invité à la cérémonie d'ouverture de ce séminaire de formation dédié aux responsables locaux et régionaux autour d'un sujet si important comme le leadership et les compétences en gestion. Bien que ce sont des sujets d'actualité pour l'ensemble des personnes qui travaillent dans la fonction publique, à mon avis, il est encore plus pertinent pour ceux qui leur vocation de service les a amenés à travailler le plus près de la population, c'est-à-dire dans des administrations locales et régionales. Vous connaissez sans doute que l'Union européenne travaille depuis quelques mois avec le ministère de la décentralisation, le ministère des Finances et les conseils régionaux sur un projet d'appui à la décentralisation et le développement local. Ce projet, d'un montant de 12 millions d'euros, sera approuvé l'année prochaine et mettra à disposition des conseils régionaux tous les moyens nécessaires pour qu'ils puissent remplir leurs tâches assignées et rendre les services nécessaires aux citoyens.
Et pour plus de précisions concernant cet atelier, écoutons les interventions du secrétaire exécutif chargé de la réforme de l'administration et du secrétaire général du ministère délégué à la décentralisation. C'est un immense plaisir pour moi aujourd'hui d'assister à la cérémonie d'ouverture de cette formation. Nous sommes présents ici pour procéder à l'ouverture d'une formation atypique qui est le fruit d'une grande implication du ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration en étroite collaboration avec le ministère délégué en charge de la décentralisation pour promouvoir les intérêts communs de la nation et cela au profit des élus locaux. Il faut souligner que le secrétariat exécutif chargé de la réforme a exécuté de nombreuses activités depuis sa création avec le partenariat de l'INAP du Québec qui nous ont appuyés techniquement dans de nombreuses missions durant ce processus de la réforme. En outre, cette formation qui s'inscrit dans le cadre du renforcement et de perfectionnement des capacités des agents de l'État visant à appuyer les réformes sectorielles intervient dans un domaine spécifique portant sur le leadership et le développement des compétences en gestion. La formation organisée par le SECRA en collaboration avec l'École nationale de l'administration publique du Canada, du 2 au 10 août à l'INAP, un des hauts lieux d'apprentissage du pays, au profit des dirigeants des collectivités territoriales, s'inscrit dans le cadre de renforcement des capacités institutionnelles prévues par la feuille de route de notre ministère pour la mise en œuvre de la politique de décentralisation. En effet, dans le contexte djiboutien, la décentralisation marque une rupture avec les anciennes approches en matière de développement en ce qu'elle consacre la responsabilisation des acteurs institutionnels et les populations en général dans la gestion de leurs propres affaires. C'est bien dans cet objectif que le SECRA a saisi opportunément l'offre de programmes de formation continue à la carte proposée par l'UNAP du Québec, mondialement réputé pour la qualité de son enseignement qui allie la théorie et la pratique. Mesdames, Messieurs, étant persuadé que cette formation permettra à chacun de développer des compétences essentielles à son leadership, j'exhorte tous les participants à en tirer le meilleur profit en faisant une restitution conséquente des résultats à leur structure de provenance. La Direction générale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a organisé hier une cérémonie de remise de certificats à la formation professionnelle en plongée sous-marine. L'événement qui s'est déroulé à la salle de réunion de la Direction générale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en présence du commandant par intérim de la garde-côte, le capitaine Mohamed Adawa, du conseil technique du MENFOP, Mohamed Barkhad, l'ensemble des responsables de la Direction générale de l'enseignement technique et professionnel, les moniteurs du Netre Aqua Club, du Centre Aqua Club, ainsi que les participants de cette formation. Et dans un discours prononcé lors de cette cérémonie, le directeur général de l'ETFP, Abdelkader Ahmed, a rappelé les efforts consentis par le MENFOP en matière de renforcement de la formation professionnelle et a souligné l'apport important et indispensable des partenaires publics et privés pour le développement de ce secteur clé du développement. Il a surtout remercié la garde-côte djiboutienne en qui il a salué un partenaire sérieux et soucieux de l'avenir de la jeunesse. Et enfin, la cérémonie s'est clôturée par la remise de certificats aux lauréats de formation professionnelle et la traditionnelle photo de famille. Le directeur général de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Abdelkader Ahmed, a lancé un appel aux autorités portuaires du pays et aux agences de tourisme pour l'insertion de ces jeunes formés et titulaires d'un brevet homologué par la Fédération française de plongée sous-marine. Une fois formés, a-t-il dit, ces jeunes auxquels nous essayons de donner une seconde chance doivent pouvoir trouver du travail sur le marché. À noter que la formation en plongée sous-marine a duré 6 mois et a concerné 22 jeunes lauréats formés par les équipes du centre de plongée
projet Aqua Club. Nous écoutons le directeur général. Nous avons procédé aujourd'hui à la remise des certificats pour fin de formation de la plongée sous-marine. À cette occasion, je remercie le commandant de la garde-côte, le colonel Ouaes, pour l'appui et tout le support que nous a apporté durant cette formation. Nous remercions également les moniteurs d'Aqua Club pour le travail d'une vraiment qualité qu'ils ont mené auprès des jeunes. Il y avait une vingtaine de jeunes qui ont été formés en plongée sous-marine. Et je profite de cette occasion pour lancer un appel à toutes les agences touristiques, au port, soit la garde-côte ou la marine nationale, pour donner la chance à ces jeunes de profiter de ce nouveau métier qu'ils ont appris, qui est la plongée. Autre actualité nationale, dans le cadre du programme conjoint organisé par le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens WARF en collaboration avec le FNUAP, l'abandon de toute forme d'excision, la conférence du Haut Conseil islamique a abrité donc ce matin un atelier de prévention et de consensus des recommandations pour la formation de la fatwa. La cérémonie d'ouverture de cet atelier a vu la participation des ulama et des imams des mosquées de la commune de Balbala, parrainée par le président du haut comité de la fatwa, Abdelrahman Shamseddine, en présence notamment de la chef de série de programme du ministère des Affaires musulmanes, Zainab Moussa. Au cours de cet atelier de 2 jours, les participants ont discuté sur les différentes recommandations sur la formulation de la fatwa concernant les mutilations génitales féminines. Rappelant que le service du programme du ministère des Affaires musulmanes va organiser 2 ateliers similaires avec les imams, autres communes de la capitale, à savoir Asdika et Boulaos, dirigés dans les 5 régions de l'intérieur. L'objectif étant de sensibiliser dans le but de formuler des recommandations pour aboutir à l'abandon total des MGF dans notre pays. Notant que le taux de mutilation génitale féminine à Djibouti a baissé de 78%. Et dans le cadre du programme de promotion et de protection des droits humains, le comité de gestion communautaire de Hayablé a organisé une journée de sensibilisation sur le droit de l'enfant. Cet événement a été organisé en collaboration avec l'UNFD et l'UNICEF. Et durant cette cérémonie, les organisateurs ont abordé les droits de l'enfant et les différents moyens pour protéger l'enfant contre la maltraitance et ont mis l'accent sur le rôle de la mère afin de protéger son enfant et suivre sa croissance. Cet événement a été coordonné par Fatouma Hassan et le secrétaire général Ali Mohamed Gouar, avec la participation du responsable de la protection de l'enfance, Fatouma Kassim. L'événement a vu également la participation de plusieurs bénéficiaires de ce programme issus du quartier Hayablé. Et dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur l'égalité du genre, le planning familial, les violences fondées sur le genre et les MGF, un atelier de sensibilisation en étroite collaboration avec le ministère de la Femme et de la Famille, la DDS, et l'UNFD de Djibouti avec l'appui financier de la Banque africaine de développement, s'est tenu au siège du conseil régional d'Ali Sabié pour une durée de 2 jours. Un atelier qui avait pour objectif d'impliquer les hommes aux problématiques afin de diminuer la violence faite aux femmes, aux jeunes filles, y compris les mutilations génitales féminines, la promotion du planning familial ainsi que l'égalité du genre. L'atelier a regroupé les femmes et les jeunes filles de la région d'Ali Sabié, les Ukal, les Ulama ainsi que les jeunes garçons, animés par le responsable de la commission de la santé, Ria Youssouf, la coordinatrice de la cellule d'écoute d'information et d'orientation, Saharla Hassan. En prépare également cet atelier le vice-président du conseil régional, Nour Serid Geldon. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Les pays musulmans dénoncent les provocations d'Israël. Des représentants des pays musulmans ont dénoncé donc hier les actions provocatrices d'Israël autour de l'esplanade des mosquées à Jérusalem lors d'une réunion organisée à Istanbul pour apporter leur soutien aux Palestiniens. La réunion au niveau ministériel des 57 membres de l'organisation de la coopération islamique s'est tenue alors qu'une vive tension continue de régner autour de l'esplanade dans la vieille ville de Jérusalem en dépit du retrait des détecteurs de métaux et de toutes les mesures de sécurité mises en place par Israël à la mi-juillet après une attaque. Le groupe pana-islamique a affirmé que l'esplanade, également vénérée par les juifs, qu'il appelle Mont du Temple, était un sanctuaire appartenant à l'islam. Les ministres de l'OCI ont également rejeté toute mesure israélienne susceptible de porter préjudice au droit palestinien d'une pleine souveraineté sur Jérusalem-Est en tant que capitale de l'État de Palestine. Les entrées de l'esplanade sont contrôlées
par Israël qui a occupé la partie orientale de Jérusalem en 1967 avant de l'annexer. De nombreuses manifestations avaient suivi également l'installation par Israël de détecteurs de métaux et de heurts entre forces israéliennes et manifestants palestiniens ont coûté la vie à 7 Palestiniens à Jérusalem-Est en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza. Un Palestinien a également tué 3 colons en Cisjordanie. Confronté à des fortes pressions internationales, Benjamin Netanyahu a finalement reculé, annonçant d'abord le retrait des détecteurs de métaux, puis de toutes les mesures de sécurité. Et enfin, un navire marchand a secouru environ 500 migrants embarqués à bord de 4 canots à la dérive non loin des côtes libyennes. 8 personnes ont été retrouvées mortes sur l'un des bateaux pneumatiques. Près de 2400 migrants sont morts en traversant la Méditerranée depuis le début de l'année. Les corps ainsi que les personnes secourues, originaires principalement d'Afrique subsaharienne, ont été transférés à bord du navire de sauvetage de l'ONG espagnole Proactiva Open Arms. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, 111 000 migrants sont arrivés en Europe par la mer depuis le 1er janvier, dont près de 95 000 en Italie. Dans le même temps, à Rome, le gouvernement italien a détaillé aux parlementaires son nouveau programme de lutte contre le trafic d'êtres humains qui prévoit l'envoi de navires de la marine italienne dans les eaux territoriales libyennes pour assister les gardes-côtes libyens. Le projet doit être soumis au vote du Parlement ce mercredi. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous. Dans quelques instants, nous allons retrouver le focus avec Fardous Hussein. La nouvelle chaîne A+ Sport arrive chez vous. Retrouvez l'UEFA Europa League, les championnats belges et écossais et le basket européen. Sans oublier les grandes compétitions africaines de football, de basket, les tours cyclistes et les marathons du continent. Vivez la passion du sport sur A+ Sport. Le décodeur est à 3500 francs seulement. Alors abonnez-vous vite pour en profiter. Coca-Cola? C'est le Happy Hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. Merci à vous de nous rejoindre pour ce focus avec Fardous. Bonjour Fardous. Bonjour Ahmed. Donc dans ce focus, nous allons parler environnement. À partir du 2 août, c'est-à-dire aujourd'hui, l'humanité utilise les ressources de la Terre à crédit. Effectivement, donc Ahmed, les êtres humains ont donc d'ores et déjà commencé à consommer plus de ressources qu'il ne faut, que la Terre donc ne peut en fournir. En un an, l'humanité vivra donc à crédit sur la Terre jusqu'au 31 décembre 2017, ce que donc les écologistes appellent qu'aujourd'hui nous sommes arrivés au jour du dépassement. Ce mercredi 2 août, l'humanité a déjà consommé toutes les ressources. Donc l'ONG Global qui calcule donc que cette date en prenant compte de l'empreinte carbone des ressources consommées pour la pêche, l'élevage, la culture, la construction et l'utilisation de l'eau, rappelle qu'elle arrive donc tous les ans. Plus tôt en 2016. Le jour du dépassement était donc intervenu, Ahmed, le 3 août en 1997. Il survenait fin septembre. Dans un communiqué donc global, un bilan
alarmants que l'on dresse donc aujourd'hui pour subvenir à nos besoins. Nous avons donc aujourd'hui besoin de l'équivalent de 1,7 de la planète qu'assurent donc les ONG. Pourtant, les deux ONG estiment et soulignent également que des signes encourageants et indiquent qu'il est possible d'inverser la tendance malgré la croissance de l'économie mondiale. Les économistes et les émissions donc l'émission des gaz à effet de serre liées à l'énergie n'ont pas augmenté en 2016 pour la 3e année consécutive, c'est ce que révèlent donc ces mêmes ONG. Merci Ferdous pour toutes ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.